Dans une récente examen mené par l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, le Bénin s'est distingué parmi les pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine, enregistrant le taux de pauvreté monétaire le plus bas en 2022. Avec une incidence de pauvreté monétaire fixée à 36,2%, le Bénin marque une amélioration notable par rapport à sa mesure précédente en 2019 où le taux était de 38,5%. L'engagement du Bénin dans la mise en œuvre de stratégies efficaces contre la pauvreté semble payer. L'attention particulière portée à la croissance économique inclusive et au développement des infrastructures, à l'éducation et à la santé a sans doute joué un rôle crucial dans cette réussite. Alors que le Bénin célèbre son succès dans la réduction de la pauvreté, cet accomplissement peut servir d'exemple inspirant pour les autres nations de l'UEMOA. Les résultats soulignent l'importance de la continuité des réformes et de l'innovation dans les politiques publiques pour atteindre des sociétés plus prospères et moins sujettes à la pauvreté. Le Bénin accueille pour la première fois la 26e réunion du groupe régional de planification et de mise en œuvre pour l'Afrique et l'Afrique indienne et la 9e réunion du groupe régional de sécurité aérienne. C'est sur la base de la rotation que se tiennent les dites réunions entre les régions Afrique orientale et australe et l'Afrique occidentale et centrale. Les précédentes réunions ont eu lieu à Kigali en novembre 2022. Au regard de l'importance majeure que revêtent les activités de planification et de gestion de la sécurité, les réunions représentent une occasion unique pour le Bénin de bénéficier au même endroit et sur place de l'expertise continentale en matière de l'aviation civile. Nous allons profiter de ce forum-là pour mettre sur la table ce que nous avons aussi ici planifié au Bénin. Avoir leur retour et aussi leur soutien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, au Bénin, nous avons besoin de coopération bilatérale et multilatérale en matière d'aviation civile. Et donc, nous profitons de ce forum pour discuter en bilatéral avec nos partenaires, prendre les mesures qui vont bien. Je peux vous assurer que dès maintenant, nous avons déjà des équipes qui sont en train de travailler avec nos équipes à l'Agence nationale de l'aviation civile pour traiter d'un certain nombre de sujets. Et lorsque nous avons besoin d'expertise, nous venons en piocher ici pour venir travailler rapidement au lieu de traverser toute l'Afrique pour chercher du partenariat. Donc, ces 5 jours vont nous permettre de résoudre le maximum de ce que nous avons. Didier José Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, souligne l'importance de l'impact déterminant de ces réunions pour la sécurité aérienne. Cette première fois que le Bénin accueille cette réunion, je voudrais vous rassurer que c'est conscient de l'importance de leur impact déterminant pour la sécurité aérienne que le chef de l'État, le président Patrice Talon, son gouvernement et le peuple béninois sommes honorés de vous accueillir ici en terre hospitalière du Bénin. Vous le savez mieux que moi, la sécurité aérienne procède de l'ensemble des mesures qui visent à réduire le risque aérien. Elle est essentielle pour faire du transport aérien un mode de transport privilégié pour les personnes du monde entier. Il est donc important d'améliorer continuellement le niveau de performance en matière de sécurité afin de conserver le transport aérien comme moyen de transport privilégié. Et vous en convenez avec moi, certainement le moyen de transport le plus sûr. Je voudrais conclure en remerciant les États qui ont mobilisé et dépêché leurs experts respectifs afin qu'ils puissent délibérer des questions clés pour la durabilité du transport
aérien en Afrique. La réunion API-RG examinera, à travers son cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la navigation aérienne dans la région, les résultats des activités de ces organes contributeurs, y compris les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan régional de navigation aérienne et d'autres initiatives régionales. Quant à la réunion RASG-AFI, elle discutera des questions de sécurité de l'aviation civile dans la région, l'état de la mise en œuvre des objectifs et cibles du plan mondial pour la sécurité, de l'état de mise en œuvre des projets liés à la sécurité et d'autres sujets connexes. Les deux réunions étant les plus importantes relatives à la navigation aérienne et la sécurité de l'aviation civile, elles regroupent tous les pays de l'Afrique et de l'océan Indien et rassemblent plus de 300 participants de toutes les spécialités de l'aviation civile. L'ananas pain de sucre du Bénin est désormais sur le marché chinois après l'Europe et les États-Unis. Les premiers conteneurs ont été réceptionnés le 5 novembre 2023 par les autorités chinoises en présence du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la coopération, Romuald Wadani, de sa collègue de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, et de l'ambassadeur du Bénin en Chine, Simon Pierre Adovelande. Après les filtres douaniers et phytosanitaires, c'est dans le cadre de la 6e édition de l'exposition internationale d'exportation de la Chine à laquelle participent plusieurs entreprises béninoises. À la réception des conteneurs, le patron de la diplomatie béninoise en Chine a promis de respecter les clauses du partenariat scellé dans ce cadre par les présidents Patrice Talon et Xi Jinping. Le premier ministre chinois Li Qiang, à l'ouverture de l'exposition, a précisé les objectifs de son pays en matière d'importation durant les 5 prochaines années. Il s'agit de l'atteinte de la barre des 17 milliards de dollars des importations de marchandises et de services. Plus de 150 pays, dont le Bénin, participent à cette exposition. Cette présence de l'ananas béninois sur le marché chinois est l'une des retombées de la dernière visite du chef de l'État en Chine du 31 août au 3 septembre 2023, visite au cours de laquelle 13 protocoles d'accord ont été signés. Le lundi 6 novembre 2023, l'ananas exposé dans les stands du Bénin a focalisé les attentions. Même les autorités chinoises n'ont pas pu s'empêcher de goûter au pain de sucre et d'en apprécier la qualité. Après une séance de dégustation organisée par le ministre de l'Économie et des Finances chargé de la coopération, le ministre chinois du Commerce a reconnu l'excellente qualité de l'ananas pain de sucre du Bénin. La semaine passée, il s'est déroulé l'examen CQM, certificat de qualification au métier. On avait commencé le 30 et ça a pris fin le 2 novembre passé. Ça s'est très bien passé parce que nous remercions le chef de l'État. On a constaté maintenant qu'il y a un regard, que le chef de l'État, le gouvernement a un regard particulier sur nous les artisans actuellement et nous sommes vraiment contents. L'examen s'est déroulé normalement. On a commencé à 9h et ils nous ont donné une durée de 4 heures pour pouvoir examiner nos candidats. On leur a fait des orales et puis le pratique. Au niveau de l'oral, on les a fait assis et puis devant nous, on leur a posé des questions sur ce qu'ils ont appris. On leur a posé des questions et puis ils ont répondu. D'autres ont bien répondu et d'autres ont failli aussi. Au niveau de la pratique, c'est également la même chose. Au niveau de la pratique, je vais vous dire que les épreuves aussi, on les a déballées devant les candidats. Et puis, c'est uniformisé. C'est la même chose que tout le monde a fait. En tout cas, c'est secteur par secteur. Sinon, nous, dans le secteur de la soudure, par exemple, quand on a déballé ce qu'on a eu, c'est la même chose que tout le monde a eu dans le plan national, bien sûr.
même à Port-Nouveau, même au nord et tout, c'est la même chose. Et ceux qui nous ont, par exemple, l'épreuve qui est sortie pour les soudeurs, ils leur ont demandé de former un tabouret, et puis c'est à partir de ça que nous les avons notés. Les membres du jury les ont notés. Donc les critères, on a regardé ici ce qu'ils ont formé en équerre, si c'est au niveau, si les mesures sont conformes, et si la finition a été bien faite. Donc c'est sur ces critères qu'on les a notés. Maintenant, on attend la programmation des résultats par le gouvernement. Nous sommes vraiment contents parce que ça valorise notre secteur de l'artisanat. D'autant plus que c'est le gouvernement même, c'est lui-même qui délivre désormais le certificat. Donc c'est un peu comme celui qui va au bac, comme celui qui va au BPC, que la manière dont il va obtenir son certificat, c'est la même chose maintenant au niveau de nous, les artisans. Donc cela, ça peut nous permettre à postuler n'importe où, même à voyager avec, d'autant plus que nous avons un diplôme certifié par l'État. Ce que nous pouvons dire aux parents et aux candidats, d'abord que les candidats soient fiers de ce qu'ils ont pu faire, qu'ils soient fiers, s'ils savent vraiment qu'ils ont bien travaillé. Donc celui qui travaille bien, normalement, il devait avoir gain de cause, il devait réussir à son examen. Donc qu'il soit calme et puis tout va se passer normalement. Les funérailles des 11 victimes des attaques de Boko Haram dans les rizières de l'État de Borno ont eu lieu à la mosquée centrale de Zabamari lundi après-midi. Les agriculteurs du village de Karkoud se trouvaient dimanche dans leur plantation pour protéger leurs récoltes lorsque des terroristes ont fait irruption, tuant certains et enlevant d'autres. Hier dimanche, après une pause, il m'a dit qu'il retournait travailler et plus tard dans la soirée, nous avons appris la triste nouvelle qu'il avait été poignardé à mort, raconte le frère de l'une des victimes. 11 personnes ont été retrouvées et l'une d'entre elles était de Doussouman, un village voisin. Nous avons parlé au téléphone, il m'a été confirmé que 2 ont également été emmenés à l'hôpital. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues et 4 victimes ont survécu à leurs blessures et ont été transportées à l'hôpital. Ces dernières années, les attaques de Boko Haram contre les agriculteurs se sont intensifiées. À présent, nous n'avons besoin que de la paix et de la sécurité. Et nous demandons toujours au gouvernement de nous venir en aide. Nous, les agriculteurs, ne sommes pas en sécurité parce que ces personnes opèrent toujours dans les zones qui entourent nos fermes. En décembre 2020, Boko Haram a tué 76 agriculteurs de Zabarmari selon les autorités locales. Les combattants djihadistes ont perdu du terrain dans le nord-est du Nigeria mais continuent d'attaquer les communautés rurales. Le Niger vient d'inaugurer le pipeline long de près de 2000 km qui permettra à Niamey d'écouler pour la première fois son pétrole brut sur le marché international via le port de Sémé-Podji au Bénin voisin. Ce nouvel ouvrage va faire bondir la production de pétrole de 20 000 barils par jour à 110 000 barils par jour. Ce seront désormais plus de 90 000 barils par jour de pétrole brut qui seront destinés à l'exportation, en plus des premières quantités alimentant la raffinerie de Zinder. Pour atteindre cette nouvelle étape, notre pays a dû réaliser l'un des plus grands investissements de son histoire avec un coût total de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Un pétrole dont l'exportation va générer au Niger plus du quart de l'équivalent de son PIB en termes de retour dans les caisses de l'État et au moins 50% des recettes fiscales du pays. Selon le Premier ministre, les ressources qui seront issues de la production de la phase 2 seront destinées exclusivement à assurer le développement du Niger sur la base d'un partage équitable afin que l'ensemble de la population nigérienne en profite. C'est à 1700 km de Niamey dans la région désertique de Difa à Agadem que le site pétrolier a été construit.
L'or noir est extrait par la China National Petroleum Corporation. Officiellement, les réserves du Niger tournent autour de 2 milliards de barils. Et selon les projections officielles, il produira 200 000 barils par jour en 2026. Avec les FARDC, la MONUSCO a organisé lundi un déplacement pour la presse depuis Goma jusqu'à Saké, à environ 30 km de la capitale provinciale du Nord Kivu. Objectif, annoncer le lancement d'une opération conjointe dénommée Springbok, destinée à protéger la population contre les rebelles du M23. Nous sommes pleinement engagés à protéger les citoyens de la RDC et tous les soldats qui sont déployés ici. Ils sont ici à l'extérieur de leur base parce qu'ils sont prêts à mourir si nécessaire pour protéger la population de ce pays. Le lancement de cette force intervient au moment où des appels se multiplient en RDC pour appeler au départ de la MONUSCO. Le gouvernement congolais souhaite lui aussi un départ accéléré de la MONUSCO dès décembre prochain. Comme vient de dire le commandant, nous ne pouvons pas partir et laisser le peuple de Goma et tous les Congolais en particulier dans une situation d'insécurité. Nous allons assurer la sécurité jusqu'à la dernière minute avant de partir. Nous sommes main dans la main pour assurer la sécurité du peuple de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas les abandonner. L'annonce du lancement de l'opération Springbok a surpris et a été accueillie avec scepticisme à Goma, dont les habitants demandent à l'armée congolaise de passer à l'offensive et de chasser le M23 du Nord Kivu. Goma qui vit sous menace permanente depuis un temps, ce n'est pas aujourd'hui que la MONUSCO veut se racheter ou racheter sa confiance vis-à-vis de la population. On est très déçus de voir les FARDC accepter ou nos institutions accepter naïvement cette nouvelle offre de la MONUSCO, alors que cette MONUSCO, ça fait plus de 20 ans qu'elle est là et n'a pas pu apporter la solution au problème de la sécurité des Congolais. Le mouvement citoyen La Loucha a encore appelé lundi à un sit-in mercredi dans la ville de Goma pour réclamer le départ de la mission de l'ONU et de la Force d'Afrique de l'Est. Des milliers de personnes sont piégées dans des zones inondées à la suite de fortes pluies dans l'état du Jubaland en Somalie. Selon l'Agence humanitaire des Nations Unies, les autorités et les secouristes s'efforcent actuellement d'évacuer les habitants. Au moins 14 personnes sont mortes et 47 000 ont été déplacées. Les fortes pluies qui ont commencé le mois dernier ont fait monter le niveau de l'eau de la rivière Juba, provoquant des inondations dans des zones riveraines de l'État, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans un communiqué. Le ministre somalien de l'information Daoud Awes a déclaré que les inondations qui ont également touché les États d'Irshabelle et du Sud-Ouest ont causé des dégâts considérables. Il a lancé un appel à l'aide, ajoutant que la situation était critique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a mis en garde contre un risque élevé d'inondation, en particulier dans la région de Gedo, dans le sud-ouest du pays. La Somalie connaît des pluies plus abondantes que la normale après avoir connu l'une des pires sécheresses de ces 40 dernières années. Le président ougandais Yoweri Museveni a affirmé dimanche que les États-Unis surestimaient leur importance après que Washington ait annoncé retirer l'Ouganda d'un accord commercial majeur en raison de violations des droits humains. Washington avait annoncé la semaine dernière exclure à partir de janvier 2024 l'Ouganda, ainsi que la République centrafricaine, le Gabon et le Niger, de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires du African Growth and Opportunity Act, l'AGOA. Ce texte permet aux Africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis sans droit de douane. Ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains et d'état de droit, ou encore de lutte contre la corruption. Le président américain Joe Biden a accusé de violation des droits humains le gouvernement ougandais depuis l'adoption en mai d'un texte baptisé Loi anti-homosexualité 2023. Un texte qui prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la promotion de l'homosexualité. Mais Yoweri Museveni a dit dimanche aux Ougandais de ne pas être trop inquiets du retrait de l'Ouganda de la liste AGOA. Dès l'adoption de la loi anti-homosexualité, Joe Biden avait appelé son abrogation immédiate et menacé de réduire les aides et investissements américains en Ouganda. La Croix-Rouge kenyane a annoncé la mort d'au moins 15 personnes dans des inondations causées par les pluies diluviennes qui frappent le Kenya et d'autres pays d'Afrique de l'Est, coupant les routes, emportant des dizaines de maisons et décimant le bétail.
En date d'hier, 15 264 foyers ont été touchés avec 15 victimes signalées et au moins 1067 morts de têtes de bétail, a écrit la Croix-Rouge kenyane sur X Twitter. Les précipitations de la saison des pluies d'octobre à décembre dans la Corne de l'Afrique se sont amplifiées cette année par El Niño, phénomène météorologique généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres. Le service météorologique kényan a averti la semaine dernière que de fortes pluies seraient probablement accompagnées de rafales de vent qui pourraient arracher les toits, déraciner les arbres et causer des dommages structurels. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent avec une fréquence et une intensité accrues. Depuis fin 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l'Éthiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans. Le gouvernement sud-africain a rappelé lundi son ambassadeur et sa mission diplomatique en Israël pour condamner les bombardements aériens sur la bande de Gaza, qualifiant l'offensive israélienne de génocide et menaçant de prendre des mesures à l'encontre de l'ambassadeur d'Israël suite à des remarques désobligeantes sur la prise de position de l'Afrique du Sud. Les frappes aériennes à Gaza et en Cisjordanie continuent de cibler les écoles, les hôpitaux, les ambulances et les civils. Comme nous l'avons déjà indiqué, un génocide commis sous les yeux de la communauté internationale ne peut être toléré. Un autre holocauste dans l'histoire de l'humanité n'est pas acceptable. Le gouvernement sud-africain a décidé de rappeler tous ses diplomates se trouvant à Tel Aviv pour consultation. Depuis le 7 octobre, Israël pilonne sans relâche la bande de Gaza en riposte à l'attaque menée sur son sol par des centaines de combattants du Hamas. Plus de 10 000 Palestiniens ont été tués lors de l'offensive militaire israélienne, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Le président sud-soudanais Salva Kiir reçu en Égypte par son homologue, le président Abdel Fattah el-Sisi. Au cœur des discussions, le conflit au Soudan, et ce quelques jours après la reprise des pourparlers de cessez-le-feu à Jeddah en Arabie Saoudite. Les deux dirigeants devraient également aborder des questions liées à la coopération conjointe entre les deux pays, dans une volonté affichée de renforcer les relations entre Djouba et le Caire. Le conflit à Gaza entre Israël et la Palestine figure aussi au programme. Cette visite en Égypte intervient moins de 6 mois après que le président Kiir et plusieurs dirigeants de la région se sont rencontrés au Caire en juillet pour assister au sommet des voisins du Soudan qui a été convoqué pour développer des mécanismes efficaces pour une résolution pacifique de la situation au Soudan par le biais de mesures régionales et d'efforts internationaux. La réunion présidée par Abdel Fattah el-Sisi avait attiré des représentants de 7 pays frontaliers du Soudan, dont le Tchad, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Libye et la République centrafricaine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan ont entamé à Ankara lundi leur première rencontre depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Avec cette visite, Washington tente ainsi d'apaiser la colère de l'un de ses alliés stratégiques, à la fois membre de l'OTAN et impliqué dans les conflits au Moyen-Orient. Avant Ankara, Antony Blinken a effectué une tournée éclair dans la région au cours de laquelle il s'est rendu à Tel Aviv, en Cisjordanie et à Bagdad dans la soirée du dimanche. Cette étape a été tenue secrète jusqu'à la fin de la rencontre avec le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Avant Bagdad, un crochet par Larnaca à Chypre a permis aux diplomates américains de s'entretenir avec le président Nikos Christodoulides dans son avion sur le tarmac de l'aéroport. Lors de sa tournée au Moyen-Orient, le diplomate américain a dû faire face à un concert d'appels en faveur d'un cessez-le-feu. Israël affirme qu'il pourrait accepter une pause humanitaire, mais uniquement à condition que le Hamas libère tous ses otages.